L'hebdo politique avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. Hans-Dieter Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur d'Allemagne en France depuis septembre 2020. On va évoquer avec vous plusieurs sujets dans cette émission. L'évolution des relations franco-allemandes depuis l'arrivée d'Olaf Scholz au pouvoir, l'investissement historique de l'Allemagne aussi dans son armée, les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine en Europe. Nous allons parler aussi tout au long de cet entretien des différents types de coopération franco-allemande. Mais d'abord, on va revenir sur l'actualité qui va marquer donc l'hiver, la crise énergétique. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne importait 55% de son gaz de Russie. Alors comment est-ce que l'Allemagne va-t-elle faire maintenant pour remplacer ce gaz russe ? Bon, c'est-à-dire l'Allemagne a déjà considérablement réduit ses exportations en matière du gaz russe, du pétrole russe, du charbon russe. En ce qui concerne le charbon, donc c'est fini. Mais en ce qui concerne le gaz, c'est aussi fini à cause des problèmes du gazoduc Nord Stream. Donc, on a pris des mesures très importantes. Maintenant, il faut remplacer le gaz, le pétrole, le charbon russe. On le fait en important, par exemple, du gaz naturel liquéfié. Mais en même temps, il faut aussi réduire la consommation en gaz et en pétrole. Et ça, on le fait également. La relance de centrales à charbon, vous en parlez, c'est une mesure vitale en ce moment, mais très mauvaise pour l'environnement. Pourtant, l'Allemagne s'est engagée avec l'Union européenne à appliquer le Green Deal. Finalement, est-ce que l'Allemagne n'est pas coincée entre l'impératif énergétique et l'urgence climatique ? Bon, c'est une mesure transitoire, vous l'avez dit, à juste titre, donc il faut le faire maintenant parce que donc il y a un manque de gaz et de charbon russe, et d'où la nécessité vraiment de rouvrir donc les centrales à charbon, mais c'est une mesure transitoire, ce qu'on fait maintenant. En même temps, un effort énorme, n'est-ce pas, pour renforcer les énergies renouvelables. Puis il y a cet accord aussi franco-allemand pour mieux passer l'hiver. Donc les Allemands consomment 85 milliards de mètres cubes de gaz par an pour faire tourner leur industrie, contre 41 milliards pour les Français, presque donc 2 fois moins. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont donc conclu un accord pour que la France et l'Allemagne, donc pour que la France exporte du gaz à son voisin allemand contre de l'électricité en échange, car nous manquons d'électricité. Plusieurs centrales ont été mises en pause, notamment pour donc sur les 26 réacteurs sur les 56, ils devront progressivement être remis en route pendant l'hiver. C'est un accord gagnant-gagnant entre la France et l'Allemagne. Je pense que c'est un bel exemple de la solidarité franco-allemande. Mais pour nos deux nations, il se pose la question, donc, comment surmonter ces difficultés pendant l'hiver qui vient. Il me semble que cet accord de principe entre le chancelier et le président de la République, que la France, si nécessaire, va livrer du gaz et l'Allemagne va livrer de l'électricité. C'est un bel exemple de la solidarité franco-allemande dans une situation très très difficile, mais je pense que les détails restent encore à régler. Autre conséquence du conflit en Ukraine, c'est l'inflation. En Allemagne, elle a atteint 10,8% entre septembre 2021 et septembre 2022. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire qui bénéficiera donc aux consommateurs, mais aussi aux entreprises. 200 milliards. Olaf Scholz a surnommé ce plan double vroom pour donc relancer le moteur économique allemand. L'objectif, c'est d'éviter un maximum les faillites d'entreprises. Oui, donc le but de ce paquet est vraiment de réduire le niveau des prix énergétiques, c'est-à-dire pour le gaz, pour l'électricité. C'est une mesure qui est tout à fait nécessaire et qui vise à vraiment donc réduire donc les conséquences pour les ménages, pour les particuliers, ainsi que pour l'industrie, donc de cette flambeau des prix énergétiques. Les principaux instituts économiques allemands tablent sur une récession de 0,4% pour l'année 2023 en Allemagne. Il faut s'attendre à une année difficile pour les Allemands et pour l'Union européenne. Oui, ce sera un hiver difficile, mais aussi une année difficile, 2023. Donc ça reste à voir si ça
Donc, s'il y aura vraiment une récession, ça dépend un peu des circonstances. C'est très difficile à prévoir, mais il faut bien se préparer maintenant. D'où la nécessité de prendre ces mesures que vous avez mentionnées, c'est-à-dire de ce paquet de 2 milliards d'euros pour protéger les ménages, les consommateurs, mais aussi les entreprises. Cet été, déjà, pour lutter contre l'augmentation des prix du carburant, l'Allemagne a mis en place un ticket mensuel de 9 euros pour les transports en commun. Selon l'association allemande des transports en commun, VDV, cela a permis d'éviter l'émission de 1,8 million de tonnes de CO2. Alors quel bilan faites-vous de cette mesure qui a été prise pendant cet été? Est-ce que ça peut être un bon outil à réutiliser dans les prochains mois? Il me semble que c'était dans les expériences avec l'introduction de ce ticket à 9 euros, c'était très positif, n'est-ce pas? Mais c'était aussi une mesure transitoire. C'est maintenant aussi au Länder un peu de décider si on va continuer cette mesure. Par exemple, la ville de Berlin, le Land de Berlin, a décidé maintenant d'introduire un ticket à 49 euros. Mais ce sont des mesures sur un plan régional qui doivent être prises maintenant. Mais généralement, c'était une mesure réussie. Mais de l'autre côté, donc ça coûte cher. Donc chaque land, chaque commune doit décider donc si on va continuer avec ces mesures-là. Toujours dans les transports, l'Allemagne est le premier pays du monde à lancer une flotte 100% à train à hydrogène dans la région de Basse-Saxe, alors conçue à Tarbes dans le sud-ouest. Ils ont ensuite été assemblés dans l'usine d'Alstom en Allemagne de Salzgitter. Ils permettront donc d'éviter l'émission de 4400 tonnes de CO2 par an. Les trains à hydrogène sont des trains d'avenir pour l'Allemagne et pour l'Europe. À mon avis, c'est un bel exemple de la coopération industrielle entre la France et l'Allemagne en matière de technologie hydrogène. C'est certainement une technologie de futur. Et donc, à mon avis, c'est vraiment un bel exemple. Et c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc, la technologie hydrogène, mais à mon avis, c'est un début très encourageant. Avant d'être ambassadeur d'Allemagne en France, vous étiez ambassadeur de l'Allemagne au siège de l'OTAN à Bruxelles. Ce conflit justement entre la Russie et l'Ukraine, certains le justifient car l'OTAN aurait été trop agressif envers la Russie, notamment en s'élargissant énormément à l'Est. Alors on parlait déjà d'une potentielle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN avant la guerre, mais Volodymyr Zelensky a relancé donc cette demande au cours du conflit. Est-ce que l'Allemagne soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Bon, donc on a déjà dit que il y a pendant le sommet de l'OTAN à Bucarest que finalement l'Ukraine deviendra un membre de l'OTAN. C'est une autre question donc quand ça se passera. Pour le moment, notre position est assez claire. Pour le moment, il faut vraiment se focaliser, n'est-ce pas, sur le soutien politique, économique et aussi militaire de l'Ukraine dans sa lutte, dans sa défense contre une Russie agressive, impérialiste. Et ça, c'est maintenant notre focus. Il me semble que l'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN, c'est pas dans l'ordre du jour. Depuis le début du conflit, l'Allemagne a déjà accueilli près de 1 million d'Ukrainiens sur son sol. Ils se sont vus accorder un statut de protection dans le pays. Donc dans tous les pays de l'Union européenne, selon une directive, c'était pour une durée de 3 ans. Alors l'Allemagne est réputée pour manquer de main-d'œuvre. On estime qu'entre 1,5 et 2 millions de postes seraient vacants. Ces réfugiés sont donc doublement les bienvenus en Allemagne. Oui, mais ils sont les bienvenus en Allemagne parce qu'on veut aider le peuple ukrainien. Il me semble aussi que cette chiffre de 1 million, c'est tout à fait impressionnant. Et on fait tout ce qu'on peut pour soutenir donc les réfugiés. De l'autre côté, donc c'est pas toujours facile. Donc il y a aussi une discussion maintenant entre les Länder et le gouvernement fédéral, donc qui va
payer pour ces mesures-là. Donc c'est une question qu'il faut régler, mais je pense qu'on y arrivera. Mais certainement, donc il y a une solidarité impressionnante aussi de la part de la population allemande avec les réfugiés ukrainiens. Et depuis la mobilisation partielle lancée par Vladimir Poutine, de nombreux Russes souhaitent également rejoindre les frontières de l'Union européenne. Leur cas divise les États membres. Il y a les pays baltes, la République tchèque notamment, qui ne veulent pas leur offrir des visas. L'Allemagne, elle, milite pour les accueillir. Pourquoi ? Donc ça, c'est une question compliquée, donc, qui est une discussion maintenant à Bruxelles. Donc il y a d'un côté donc la question, est-ce qu'on peut accueillir donc ces gens-là? Donc il y a des questions de sécurité qui doivent clarifier. Donc c'est une discussion qui continue. Donc les négociations sont toujours en cours. Ah. C'est aussi dans ce contexte que l'Allemagne a annoncé réinvestir massivement dans son armée. Un fonds spécial de 100 milliards sera consacré donc à la Bundeswehr. Scholz veut en faire la force armée la mieux équipée d'Europe. Alors une formule qui inquiète ici en France. Depuis des années, l'équilibre de l'Union européenne, c'est un petit peu, elle repose sur un leadership militaire et diplomatique de la France et d'un côté, contre un leadership économique de l'Allemagne de l'autre. Est-ce que cette annonce ne va pas déséquilibrer un petit peu cet équilibre européen, selon vous? Je ne vois pas d'inquiétude ici en France. Par contre, le gouvernement français a salué donc cette décision du gouvernement allemand de mieux équiper la Bundeswehr, car ce que nous voulons, c'est vraiment bâtir une Europe de la défense, n'est-ce pas? Pour faire en sorte que l'Europe soit capable d'assumer ses responsabilités, particulièrement dans son voisinage. Et pour ce faire, il faut vraiment une armée allemande qui soit capable vraiment de faire le job, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que pendant les années récentes, on n'a pas suffisamment investi. Donc l'armée allemande, elle est sous-investie. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement allemand a décidé, en vue aussi donc, de la situation sécuritaire dramatique, n'est-ce pas, d'augmenter d'une manière massive, n'est-ce pas, nos investissements en matière de défense. Et ça est quelque chose qui a été salué par le gouvernement français, mais aussi par nos partenaires en Europe, y compris aussi donc, nos partenaires aux États-Unis. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, et la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, se sont rencontrés le 22 septembre dernier. Ils ont confirmé la réalisation des projets SCAF, l'avion de combat franco-allemand du futur, mais aussi du char franco-allemand du futur. Nos deux pays seront ainsi encore plus liés en matière de défense. À mon avis, ce sont des projets vraiment très importants, des projets emblématiques, car donc, ces projets démontrent donc, la responsabilité partagée de la France et de l'Allemagne pour bâtir cette Europe de la défense. Ce sont des projets compliqués qui nécessitent aussi donc, des négociations, mais en fin de compte, il me semble que ce sont vraiment des piliers, n'est-ce pas, d'une Europe de la défense. L'hebdo politique. Les relations franco-allemandes maintenant, avec vous, Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France. Les relations franco-allemandes sont sans doute les relations les plus intenses d'un point de vue diplomatique et de coopération institutionnelle entre deux pays. Après le traité de l'Élysée, en 1963, entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le traité d'Aix-la-Chapelle, en 2019, entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, a réaffirmé et approfondi encore plus la coopération entre les deux pays. Il y a eu notamment, depuis ce traité, la création d'un fonds citoyen franco-allemand chargé de financer des projets citoyens pour développer du lien entre la France et l'Allemagne. Il y a aussi l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ça laisse de multiples possibilités aux citoyens et aux jeunes de s'emparer de cette amitié franco-allemande aussi. Absolument, donc vous l'avez bien exprimé. Je pense que le traité d'Aix-la-Chapelle a encore élargi le champ d'action entre la France et l'Allemagne en ce qui concerne la coopération entre nos deux sociétés civiles, y compris la jeunesse, et le Fonds citoyen. Donc c'est vraiment, à mon avis, déjà maintenant, donc il est clair que c'est une mesure, une initiative très réussie parce qu'avec ce fonds, on peut vraiment soutenir beaucoup de contacts très informels, n'est-ce pas, entre des initiatives en France
et en Allemagne. Donc ça vraiment, c'était une excellente idée de créer ce fonds. Et en plus, n'est-ce pas, aussi renforcer donc le travail de l'OFAGE. Ça permet... Car c'est vraiment la base, n'est-ce pas, des relations franco-allemandes. Ce sont les contacts entre les gens, entre les peuples, entre les sociétés civiles. Ça, c'est pour élargir un petit peu cette amitié qui ne doit pas être qu'institutionnelle et que, entre guillemets, entre les gouvernements, les assemblées, mais que l'ensemble des citoyens s'emparent aussi de cette question. Absolument. À mon avis, c'est vraiment la base de la relation franco-allemande, y compris les jumelages, n'est-ce pas, entre les communes, les villes, les régions. À mon avis, c'est tout à fait central. Donc, les contacts entre le gouvernement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il nous faut vraiment aussi donc, des milliers de contacts entre les Français et les Allemands, les jeunes, les plus âgés, dans tous les niveaux. Alors, avec peut-être un petit bémol sur le rapport Est-Ouest allemand, la France est évidemment plus proche de l'Ouest allemand. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un petit peu plus développer les relations encore plus entre la France et l'Allemagne de l'Est ? Il y a là aussi également donc, des relations déjà assez substantielles, n'est-ce pas? Par exemple, la Saxe, le nom de la Saxe est très intéressé à renforcer ses relations avec les régions en France. C'est aussi vrai pour la Thuringe. Il y a eu la visite du ministre-président de la Thuringe il y a quelques mois ici à Paris. Berlin, n'est-ce pas? Il y a le jumelage entre Berlin et Paris qui est très substantiel, mais donc je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les relations entre des villes, des communes ou les régions en France avec l'Allemagne et l'Est, on pourrait encore faire mieux. Il y a aussi donc les jumelages, vous en avez parlé, 2300 aujourd'hui entre les différentes institutions, entre les villes, les départements, les régions. Est-ce qu'il faudrait encore plus de jumelages ou ce chiffre est plutôt déjà suffisant ? Il me semble que c'est un chiffre tout à fait impressionnant. C'est un record, n'est-ce pas? Je pense que quelque chose de pareil n'existe pas entre deux autres nations dans le monde. Donc, à mon avis, ce n'est pas seulement la question du chiffre, mais c'est aussi la qualité, n'est-ce pas, de la coopération de ces jumelages-là. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'en ce qui concerne les jumelages, il faudrait se focaliser plutôt donc, sur les questions d'avenir, vraiment aussi pour inclure les jeunes, c'est-à-dire des échanges du sport, de la culture, de la musique, mais aussi de discuter ensemble comment est-ce qu'on va surmonter, comment faire face aux défis du futur. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la transition énergétique, la transition numérique digitale, ça, ce sont des questions qui nous unissent, n'est-ce pas? Et il me semble que les jumelages sont en forum idéal, en contexte idéal pour discuter ces questions-là en franco-allemand. J'en profite qu'on a évoqué l'Office franco-allemand de la jeunesse pour préciser que vous avez aussi lancé récemment un office germano-israélien pour la jeunesse. Donc c'est les mêmes missions que la France, développer les liens entre les deux pays. C'est les mêmes objectifs. Oui, on a aussi un office en coopération germano-polonaise pour la jeunesse. L'Allemagne et Israël, donc c'est l'initiative la plus récente, mais le but est le même. Le contexte est tout à fait différent avec l'histoire tragique, n'est-ce pas, entre l'Allemagne et l'Israël. Mais le but est le même, n'est-ce pas, donc de réunir les jeunes pour discuter donc notre avenir commun. Je retourne sur les relations franco-allemandes. L'ère Merkel s'est achevée. Olaf Scholz est désormais donc au pouvoir. Ce n'est pas le même parti, mais est-ce que ça change quelque chose sur les relations franco-allemandes? Donc les personnes font toujours une différence, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y a beaucoup de continuité. Il y avait ici en France des questions donc, concernant l'ère d'Angela Merkel. Est-ce que le franco-allemand, est-ce qu'on va continuer comme d'habitude, mais finalement, je pense qu'il y a
aussi entre le chancelier et le président de la République une coopération extrêmement étroite. C'est aussi vrai pour les ministres. Donc, de ce point de vue-là, en ce qui concerne l'intensité de la coopération, il a continué total. Et on dit souvent que donc le couple franco-allemand est le moteur de l'Union européenne. Est-ce que Macron et Scholz partagent la même vision de l'Europe? Oui. Le président Macron, il y a quelques années, a prononcé un discours très important de la Sorbonne sur la souveraineté européenne. Il y a quelques semaines, le chancelier a tenu un discours très important également à Prague sur sa vision de l'Europe. Il a parlé de la nécessité vraiment de bâtir une Europe plus géopolitique, plus souveraine, plus capable d'agir. Donc ça va dans la même direction que la vision du président Macron de l'Europe. Merci beaucoup, Hans-Dieter Merci à vous. Lucas, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne ici en France. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. L'Hebdo Politique.